Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette conférence. Bonsoir à tous. On accueille ce soir Nicolas Le Breton qui va nous parler de l'histoire ésotérique de Lyon en sa qualité de guide conférencier passionné d'histoire, auteur de romans historiques, de romans de SF et qui Voilà, est proposé, oui, voilà, de et qui grandes affaires criminelles, enfin pas mal de choses, oui, oui. exactement, beaucoup de Il casquettes. m'arrive de m'y perdre moi aussi, donc vous inquiétez pas. Euh, donc, comme vous êtes conférencier guide et que vous proposez des visites sur votre site, notamment Histoire décalée, dont on va vous mettre le lien dans le chat très vite, des visites thématiques sur l'histoire ésotérique tout autour de Lyon, c'est ce dont vous allez nous parler ce soir. Et j'espère qu'on va apprendre plein de choses. Ben écoutez, ma foi, c'est le but. Alors, ce que je vais faire là, c'est évidemment, on a un temps relativement réduit. Je ne vais pas tout vous dire de toute façon, voilà. Mais on va faire un petit résumé, si vous voulez, de quelques-unes des affaires principales, les plus marquantes dont je parle dans mes visites, hein, qui ont été à l'origine de mes visites, enfin principalement là, de mes deux principales visites qui sont sorcellerie et occultisme sur la Croix-Rousse et Mages humanistes qui se déroulent dans le Vieux-Lyon et une partie de la Presqu'île. Voilà. Donc l'ésotérisme, en fait, c'est très très vaste. Hein. C'est quand même un sujet qui n'est pas, qui se prend pas à la légère. Hein. Il y a quand même de grandes traditions dedans. Alors on a souvent l'idée, on a pas mal d'idées parfois préconçues là-dessus. J'aime bien partir, si vous voulez, un petit peu de la base et puis d'expliquer, de faire de l'histoire de tout ce que c'est. Voilà. Alors, ma foi, on va commencer tranquillement. Ouais, je vous laisse partager Alors, votre écran et je vous laisse la parole. voilà. Normalement, ça ne devrait pas exploser. Voilà. Est-ce que vous avez l'image? Est-ce que vous êtes là? J'ai l'impression que je suis tout seul. Est-ce que je vous aurais perdu? C'est bon, on C'est voit bon? très bien votre écran, il n'y a pas de souci, vous pouvez y Ok. aller. Voilà, on peut y aller. Donc, petite histoire de l'ésotérisme lyonnais. Alors, euh, Lyon, déjà, a toujours eu cette image de cité du mystère, de cité ésotérique, jusqu'à une période assez récente, c'est-à-dire les années 50-60, on avait énormément de brouillard sur la ville. C'était une ville brumeuse où les gens restaient entre eux. Certains disent que cet aspect-là n'a pas trop changé. On aimait bien se réunir dans des sociétés secrètes et spéculer métaphysiquement. C'est un mot que j'ai souvent. J'aime bien dire que les Lyonnais sont des spéculateurs et des spéculatifs. Hein. On aime bien, une fois qu'on a compté les sous de son entreprise, se retrouver entre amis choisis pour, suivant les cas, faire bouger les tables et parler aux esprits, ou alors parler de symboles et de philosophie, etc., etc. C'est un grand dénominateur commun ailleurs. Alors, l'ésotérisme, de manière générale, l'ésotérisme, ça veut dire enseignement secret. L'ésotérisme, c'est le contraire de l'exotérisme. L'exotérisme, c'est l'enseignement pour la masse, pour tout le monde. Et l'ésotérisme, c'est le livre fermé. Hein, c'est le livre qui n'est pas accessible à tous, qui nécessite une initiation. Voilà. Alors, il y a des grandes traditions qu'on va toutes retrouver dans la ville de Lyon, hein, qui vont être l'alchimie, la Rose-Croix. Avant cela, à la Renaissance, n'oublions pas, on va en parler, donc l'hermétisme savant de la Renaissance, donc l'hermétisme de la Renaissance, la Rose-Croix, la franc-maçonnerie. Voilà, c'est les grandes écoles, c'est un petit peu de l'ésotérisme au sens traditionnel du terme. Alors, comment il faut toujours commencer avec des choses qui remuent un petit peu, et puis parce que là, la théorie c'est bien, mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Je suis tombé il y a quelques années de ça maintenant sur un petit livre. En fait, voilà, vous avez ici l'original, la couverture de cet original. Vous voyez, c'est un petit livret en fait, hein, de 1868, qui est écrit par un homme de loi de Dijon qui raconte qu'il a trouvé dans les archives du Parlement
à Dijon donc, les traces d'un procès de sorcellerie. Alors, la sorcellerie, au sens premier, c'est pas de l'ésotérisme, c'est-à-dire c'est vraiment une pratique magique, en général populaire, hein, et qui va souvent aller de pair avec une certaine forme de révolte sociale. Voilà. C'est un peu inverser les valeurs de la société dominante, des puissants, etc. C'est hein, embrasser le cul du diable voilà, pour damer le pion aux religieux qui sont dans l'imaginaire du peuple, dans la vision du peuple, très souvent, trop souvent du côté de leurs oppresseurs. Donc, une affaire de sorcellerie. Une affaire de sorcellerie, alors, dont vous pourrez vous procurer le texte, hein, on va vous donner les liens ensuite, si ça vous intéresse, si vous voulez approfondir un petit peu la chose. Alors, tout commence, vous voyez, j'ai mis un beau coucher de soleil que j'avais pris dans le Lyonnais, ici. C'est à un des lieux dans l'ouest lyonnais, dans la forêt, où eh bien, se sont déroulés certains sabbats qui ont été faits par ces sorciers et ces sorcières lyonnaises au XVIIIe siècle. L'affaire éclate en 1741. Des cavaliers de la maréchaussée arrêtent sur la Croix-Rousse, sur le plateau de la Croix-Rousse, 3 jeunes hommes, dénommés Michelet, Janin et Féroussa. Ils les arrêtent parce que les voisins ont entendu des bruits étranges, des cérémonies qui ne semblaient pas très catholiques, etc. Et effectivement, eh bien, on va tomber sur des traités d'alchimie et des ouvrages, hein, qui sont, là vous avez un extrait du texte justement, hein, je ne sais pas si vous regardez ça sur un portable, vous verrez peut-être sans doute pas grand-chose, mais vous avez les formules comme ceci qui sont utilisées, le rituel qui est utilisé par ces sorciers de Lyon. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que donc ce sont des gens du peuple, ce sont des canuts, hein, ce qu'on appelle des tisseurs de soie. Il y en avait déjà sur la Croix-Rousse au XVIIIe siècle. Après ça, surtout, il y en a eu beaucoup, bien davantage au XIXe siècle. La Croix-Rousse est devenue la colline des canuts. Mais là, on avait déjà donc des gens qui étaient issus des milieux populaires, du travail. Il y avait quand même un chef d'atelier, donc qui avait ses propres machines à tisser, etc. Mais voilà, il semble que la vie ait été bien morne, bien ennuyeuse. Et du coup, eh bien, ils se réunissent comme ça, ils font des sabbats dans la campagne, ainsi. Ils se réunissent à la lueur des torches et ils font donc euh, des cérémonies qui sont basées sur des ouvrages qui, il faut bien le dire, ils ont très probablement pas du tout compris. En fait, ils ont donc des traités d'alchimie et puis ils ont des traités comme la philosophie occulte de Corneille Agrippa, qui est un traité qui remonte à la Renaissance et donc qui va me permettre de vous en parler un peu davantage ensuite. Et donc, ils utilisent un autre ouvrage qui est la Petite clavicule de Salomon. Hein. Alors, quand vous n'êtes pas initié, hein, la philosophie occulte de Corneille Agrippa, c'est la grande théorie. Hein. C'est là où vous avez tous les anges, les démons, et puis la manière dont surtout ils s'organisent suivant des hiérarchies et comment est-ce que les 4 éléments et la quintessence vont passer à travers ces 3 royaumes qui sont le royaume des hommes, le royaume de l'esprit et le royaume divin. Voilà. Donc ça, c'est un traité voilà, qui a été le livre de chevet de tous les ésotéristes et occultistes de la Renaissance jusqu'au XIXe siècle. Et donc, cette référence, c'est la grande théorie. Et une fois que vous avez bien compris cette théorie, enfin on l'espère pour vous, eh bien vous prenez la petite clavicule de Salomon. Et la petite clavicule de Salomon, ben là, c'est des listes d'anges et de démons. Vous en avez quelques-uns, là, Adonai, Sadai, etc. Vous avez tous les noms là, qui sont répétés comme ceci. Et vous allez invoquer ces anges-là. Vous allez les invoquer et suivant l'effet que vous voulez provoquer, les anges ou les démons, hein, suivant l'effet que vous voulez provoquer, vous allez choisir tel ou tel ange ou démon. Hein. Alors, avant qu'on me pose la question, voilà, si vous voulez devenir riche, c'est le démon Nergal qu'il faut invoquer. Voilà.
Mais après ça, voilà, je vous laisse libre je ne suis pas responsable des éventuels pactes démoniaques que vous signeriez. Hein. Voilà, donc ça, c'est, si vous voulez, la petite clavicule de Salomon, c'est le manuel pratique. Voilà, c'est là où vous avez toutes les listes d'anges et de démons comme ceci. Donc, nos sorciers de Lyon, ben, ils avaient tout le viatique nécessaire pour faire des messes noires comme ceci. Alors, ça a priori, ça n'a pas été couronné de succès. Je préfère vous le dire tout de suite. Hein, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais il n'y a pas de sceau d'or qui soit apparu magiquement, hein, comme ça. Et comme leur club ne cessait d'augmenter, ils ont recruté des prêtres, en fait. Je parle davantage dans la visite sorcellerie occultisme de toute la manière dont ils ont recruté en particulier un des prêtres qui est assez, voilà, c'est assez rocambolesque. Puis c'est un drôle de personnage, voilà. Mais sans trop rentrer dans les détails, effectivement, on a des prêtres qui sont recrutés. Et à partir du moment où il y a des prêtres qui sont recrutés, ben on va multiplier les participants à ces messes noires sur Écully, sur Saint-Didier-au-Mont-d'Or, sur la Croix-Rousse, sur Caluire, etc. Tout l'ouest et le nord de Lyon vont connaître ces sabbats entre 1741 et 1743. Et donc, ça va arriver au point qu'évidemment, quand vous avez des gens qui cotisent, qui payent, qui participent avec tous les risques que ça suppose et qui ne voient pas le bénéfice tomber, qui ne voient aucun or, aucune richesse ne leur retomber dans l'escarcelle, eh ben, ils ne sont pas contents. Et quand ils ne sont pas contents, au bout d'un moment, ils vont les dénoncer les autres aux autorités. Hein, j'ai vu un tel, j'ai vu machine, etc. Et du coup, eh bien, on va arrêter ces pratiquants d'un culte étrange. Et ça va se solder en 1743 par un grand procès à Dijon, où il va y avoir 27 prévenus, et dont une vingtaine quand même va être exilée, condamnée aux galères, etc., donc marqués au fer rouge et condamnés aux galères. Mais 7 d'entre eux, dont les 3 prêtres et 4 des meneurs, vont être condamnés à mort. On va leur appliquer la peine qui est toujours appliquée en cas de sorcellerie, brûlés vifs, hein, en place publique. Voilà, donc tout ça, c'est raconté dans cet ouvrage, Les sorciers de Lyon. Donc c'est une réédition de cette affaire-là. Alors ça se lit vraiment comme un roman, hein, c'est de l'histoire, mais c'est pas du tout rébarbatif. Et puis ça explique bien un peu toutes les sources et puis l'état de la sorcellerie. C'est assez bien documenté comme ceci. C'est un livre qui est pas voilà, qui est pas très pas énorme, qui fait 90 pages. Voilà, donc ça c'est une première affaire. Voilà, on est plus dans le rocambolesque qu'autre chose. Et puis, elle ouvre, on voit bien sur ce traité de philosophie occulte, sur des matières qui sont un petit peu plus approfondies que cela. Hein, on le comprend bien. Voilà Henri Corneille Agrippa. Alors Henri Corneille Agrippa, c'est un grand savant de la Renaissance, et puis tout ce qu'on pourrait attendre d'un savant, hein, de la Renaissance. C'est-à-dire qu'il est, il est savant dans tous les domaines, il maîtrise un nombre de langues vivantes et mortes absolument impressionnant, et il peut débattre à peu près avec n'importe qui de n'importe quoi. C'est une espèce de connaissance encyclopédique comme ceci. Et là où on n'est jamais très loin des contradictions dans les savants de la Renaissance, c'est que c'est le même bonhomme qui, dans sa jeunesse, écrit donc La philosophie occulte, qui est un traité donc de magie pure, hein, vraiment. Et c'est le même qui va, vous voyez, peut-être que vous pouvez voir sur le coin supérieur droit, vous avez déclamation sur l'incertitude, vanité et abus des sciences. Eh bien, c'est l'exact contraire. Il va dénoncer, là, il est plus dans un âge plus respectable, et donc il va revenir pester contre toutes les croyances, voilà, la lecture dans les mains, la taromancie, les éphémérides, etc. Voilà, dans ce sens-là, c'est un traité très moderne qui rejette un petit peu toutes les croyances, tout ce qui fait, voilà, qui nourrit la crédulité de ses contemporains. Voilà.
Alors, Henri Corneille-Agrippa, quand il écrit la philosophie occulte, il faut quand même le préciser, il le fait à Lyon. Hein. Il écrit à Lyon en 1509, dans l'ancien couvent des Carmes, qui est à 2 pas de la place des Terreaux, ce qui est devenu, alors j'insiste là-dessus, hein, c'est vraiment devenu la référence de tous les occultistes jusqu'au XXe, XXIe siècle. C'est-à-dire que c'est un peu le b.a.-ba de toute de tout l'au-delà, hein, de tout ce qu'il va y avoir au-delà de ce qui est perceptible au sens. Et tous ceux qui s'intéressent à l'occultisme vont se plonger à un moment donné ou à un autre dans cette philosophie occulte de Corneille-Agrippa. Voilà donc le personnage. Alors le personnage, comme il était brillant, il était très bien vu en cour, il a fondé plusieurs sociétés secrètes sur Lyon. Là, on va pas trop développer, mais ces sociétés secrètes de la Renaissance, j'en parle en détail dans la visite Mages et humanistes. Voilà, parce que là, il faut vraiment rentrer un petit peu dans le détail et voir un peu tous les personnages qui se croisent et s'entrecroisent dans ces sociétés secrètes. Mais il ne faut jamais oublier qu'à l'époque, Lyon, c'est un épicentre de commerce parce que vous avez toute la Renaissance qui va arriver, de la Renaissance italienne, qui va arriver sur Lyon et être diffusée de là dans toute l'Europe. Hein, c'est la porte d'entrée de la Renaissance pour toute l'Europe. Vous avez 4 fois par an des marchands et des banquiers de toute l'Europe qui convergent sur la ville et qui vont faire du commerce. Et au-delà même du commerce, ils vont avoir une vie culturelle florissante. C'est toute l'explosion de cette civilisation de la Renaissance qui est à ce moment-là. Et l'ésotérisme là-dedans, il n'est pas parallèle ou, si vous voulez, caché dedans, etc. Il est vraiment au cœur de toute la pensée de la Renaissance, cet ésotérisme. Vous voyez, vous avez voilà, une superbe invocation, une superbe illustration de notre Corneille-Agrippa qui est ici, hein, voilà, qui est dans son, vous voyez, dans son cercle protégé par des symboles qui lui permet d'invoquer le diable comme ceci. Ce qui va donc être la grande révolution, on le sait, dans les années 1450, au tout départ de cette explosion de la Renaissance, c'est l'imprimerie à caractère mobile de Gutenberg. Et dans cette imprimerie à caractère mobile, on va avoir justement de nombreux symboles qui vont être passés, c'est-à-dire que tous ces imprimeurs-là, ils vont faire partie de ces sociétés secrètes, donc société de l'Agla, société du brouillard, société des Goliards, etc. Donc ce sont des sociétés savantes où l'on pratiquait, si vous voulez, c'est un ésotérisme qui était basé sur la connaissance des langues anciennes, sur la Kabbale qui était pratiquée par les Juifs du sud de la France depuis le Moyen-Âge, etc. Voilà. Et donc, on cherche à s'émanciper, si vous voulez, de la pensée un petit peu écrasante de l'Église en développant les sciences et en se basant sur toute la philosophie de l'Antiquité. Voilà. C'est ce qui va nourrir tout cela. Hein, c'est ce qui va nourrir toute cette pensée révolutionnaire finalement là-dedans. Voilà. On est, je ne sais pas, est-ce qu'à ce stade-là, est-ce qu'on a déjà quelques questions qui sont passées sur notre... Alors oui, on en a une d'Anaïs qui vous demande, au début de la conférence, vous expliquez que Lyon a toujours eu une réputation très mystique. La ville a-t-elle une histoire occulte plus chargée que les autres et si oui, pourquoi? Je suis assez persuadé, pour ma part, même si on retrouve effectivement la franc-maçonnerie, elle est dans beaucoup des grandes villes de France et d'Europe. Mais à Lyon, on a vraiment un feeling particulier, on va dire, une émotion particulière par rapport à ça. Je pense que il y a plusieurs facteurs. Alors j'ai évoqué le brouillard. J'ai évoqué le brouillard, effectivement, cette ambiance, si vous voulez, ouatée, où les rues étaient, on n'y voyait pas à 5 mètres dans les rues pendant mes 8 mois par an, 8 à 10 mois par an, hein, certaines années. Donc, c'était vraiment quelque chose qui a disparu avec l'assèchement des marais de la Pardieu, de la Dombe, etc. Donc, ça, c'est, si vous voulez, un premier facteur. Je pense qu'il ne faut pas négliger non plus le côté latin, le côté italien des Lyonnais. C'est-à-dire qu'on est vraiment à 2 pas de l'Italie
et que on a souvent dit que Lyon était la plus italienne des villes françaises. Alors ça tient évidemment à l'architecture. Quand on va dans le vieux Lyon, on a tous ces bâtiments Renaissance, c'est plus qu'évident. Mais il y a peut-être aussi un peu de cette mentalité qui est passée par là, de cette passion pour l'occulte, pour le secret, pour les sociétés secrètes, etc. C'est quelque chose qui est, voilà, qui est en tous les cas indéniable, parce que rien que sur le 19e siècle, on a compté, le chiffre vaut ce qu'il vaut, hein, mais on a compté 3000 sociétés secrètes, hein, dans cette histoire lyonnaise. Non, je vous dis, c'est vraiment le sport local, quoi. Hein. Voilà, il y a vraiment que ça. Les gens n'ont quasiment que ça à l'idée quand ils ont fini leur journée de travail. Voilà, c'était vraiment chercher la pierre philosophale, etc. Tout le monde avait ses petites cornues comme ceci. Voilà. Et puis, il y a peut-être un troisième facteur à ce côté mystique de Lyon. Ça va être le fait que Lyon a toujours été. Lyon, c'est pas une ville de conquête militaire. Hein. Chaque fois que Lyon a pris les armes, en général, elle s'est trouvée dans le mauvais camp depuis les empereurs romains. Elle a choisi le mauvais camp, elle a perdu et elle s'est trouvée donc attaquée, pillée, brûlée, etc. Lyon n'a jamais été une ville de parlement. Les rois de France ont fait en sorte que le parlement soit dans la Dombe, donc c'était pas une ville d'importance politique. Et Lyon n'est même pas une ville universitaire, puisqu'en fait, il n'y a pas d'université à Lyon avant le 19e siècle. Donc, si vous voulez, c'était une manière de, je ne veux pas dire de se venger, mais de trouver dans l'au-delà ce que le monde ici-bas n'apportait pas comme satisfaction. Hein. C'est-à-dire qu'on avait, au fil des siècles, on a vraiment fait des Lyonnais des marchands. On leur disait, vous êtes des marchands, vous faites de l'argent, vous faites rien d'autre. Et peut-être que chez certains, c'était une véritable frustration et qu'ils se sont jetés à corps perdu donc, dans des savoirs secrets. Voilà, dans des savoirs secrets qui n'étaient pas accessibles à tous et qui voilà, permettaient de se donner une forme d'élitisme comme ça. Eh ben, vous avez répondu à la deuxième question, qui était, à votre avis, pourquoi est-ce que les gens se lançaient comme ça à corps perdu dans l'occultisme, à fonder des sociétés secrètes, etc. Quelles étaient leurs motivations? Vous y avez répondu, du coup. Oui, oui, oui. Il y a un, comment, euh, ouais, un vrai atavisme lyonnais, c'est-à-dire qu'en fait, alors on a parlé, il faut être précis peut-être un peu sur les termes, on a parlé de mysticisme et d'ésotérisme. Alors, le mysticisme, le lyonnais est tout en temps mystique qu'ésotérique. Le mysticisme, en fait, c'est autant l'ésotérisme, ça suppose un travail, ça suppose une initiation. Hein, quand vous êtes un alchimiste, eh ben, vous allez travailler déjà 15 ans sur vos textes, et puis peut-être que vous allez finir par trouver quelle est votre matière première, quelle est la matière première à partir de laquelle vous pouvez travailler. Et ensuite, vous allez passer le restant de vos jours, le reste de votre vie, à travailler patiemment pour essayer d'user la matière pour trouver l'union avec le divin, la vérité, etc., etc. Ça suppose un travail. Et ça suppose une initiation. On ne peut pas commencer de but en blanc comme ceci. On ne rentre pas dans les mouvements Rose-Croix, dans les mouvements francs-maçons, si on n'est pas initié. Voilà, si on n'a pas une initiation orale qui passe par l'oral, donc qui est, il y a vraiment ce côté du maître au disciple qui est très important. Euh, voilà, et donc cette initiation et ce travail, c'est ce qui distingue l'ésotérisme du mysticisme. Le mysticisme, c'est la révélation. Hein. Le mystique, il va avoir tout cuit dans la bouche, si j'ose dire. La révélation divine va lui tomber dessus sans le moindre effort de volonté de sa part. Hein. Comme ça, d'un seul coup, boum, il a une révélation, il a des visions et il comprend l'entièreté de la loi. Voilà. Et à Lyon, on a eu l'un et l'autre. Hein. L'un n'occulte pas l'autre, j'allais dire l'un et l'autre se complètent, parce que vous avez sans arrêt d'ailleurs des liens. On n'a pas suffisamment de temps pour tout détailler ça, mais il y a des liens des fois assez surprenants. On a souvent l'image de francs-maçons qui sont des ennemis de la religion révélée, etc. En fait, on s'aperçoit en particulier au XVIIIe siècle que ils fréquentaient les mêmes cercles, en fait, hein, les francs-maçons et les mystiques de certaines écoles philosophiques lyonnaises, etc., etc. Et il nous faudrait plus de temps là pour détailler.
Dans ce Mais cas-là, voilà. je vous laisse continuer. Voilà, on va continuer, on va partir sur un autre, un autre aspect que j'évoque. Là, on est pour le coup dans l'évolution au 19e siècle de cet occultisme, de cet ésotérisme. Le, donc, cette affaire que vous voyez là, donc cette fameuse affaire Boulan, elle se déroule dans la fin du 19e siècle, vraiment l'extrême fin du 19e siècle, en 1891, en fait, entre 1891 et 1893. Alors, c'est pareil, j'en parle plus en détail dans la visite sorcellerie occultisme, parce que là, on est sur les lieux, on est devant là où ça s'est passé avec l'abbé Boulan. Voilà, donc vous avez donc cette affaire qui éclate. Alors, euh, l'abbé Boulan, le voilà. J'espère que tout le monde peut bien le voir, même sur un portable. L'abbé Boulan, il est là avec une dame que vous voyez à côté qui tient son missel, qui est Julie Thibault. Et Julie Thibault, c'est une médium. C'est quelqu'un qui fait le lien entre le monde des hommes et le monde des esprits. Et qui va être la servante de ce personnage, de cet abbé Boulan plutôt sulfureux, on va le voir, et qui va lui transmettre les visions des esprits. Et on va assister, donc, dans ces années 1891-1893, à un véritable duel de magie, dont on a la trace maintenant dans les journaux, parce que tout ça a été très médiatisé. On va voir dans quelles circonstances. Alors, l'abbé Boulan, déjà précisons bien, c'est un authentique abbé. C'est un authentique abbé, c'est quelqu'un qui a passé un doctorat en théologie et qui était abbé exorciste. Il était prêtre exorciste. Et il était prêtre exorciste spécialisé dans, croyez-le ou pas, dans l'exorcisme des bonnes sœurs. C'est-à-dire qu'il passait ses journées à aller de couvent en couvent pour aller exorciser les bonnes sœurs possédées par le diable. Et apparemment, il y avait pas mal de travail. Il manquait pas d'ouvrage, le bonhomme. C'est comme ça qu'il a rencontré alors pour le coup, une mystique de la plus belle eau, qui s'appelait Adèle Chevalier. Il la rencontre, donc c'est une religieuse qui, d'un seul coup, est tombée aveugle. Elle est tombée aveugle. Et quelques jours après, miraculeusement, elle a recouvré la vue. Et depuis, elle avait des visions comme ceci. Alors, elle faisait à la fois les délices et les terreurs de tout son couvent. Et du coup, bien, on fait venir l'abbé Boulan. Et l'abbé Boulan va devenir son confesseur. Et on ne tarde pas à s'apercevoir au scandale qu'il devient aussi son amant et que bien des fruits tout à fait terrestres naissent de leur union. Donc, ils sont mis dehors tous les deux. Ils sont mis dehors hors du couvent. Et Boulan va être rattrapé par la justice parce qu'il va fonder une secte, il n'y a pas d'autre mot. Et il va donc être condamné à 3 ans de prison. Ressortant de là, en fait, eh bien, il va venir sur Lyon pour reprendre à son compte la secte aussi, le Carmel, tel qu'il l'appelait, d'un autre mystique que j'évoque dans la visite, qui est Eugène Vintra. Donc il reprend, Eugène Vintra est mort de sa belle mort en 1875, et ben lui, Boulan, s'autoproclame son continuateur. Et il va essayer d'attirer vers lui des fidèles de ce Vintra pour refonder son Carmel comme ceci. Alors, Vintra avait déjà des pratiques un petit peu, voilà, on va dire érotico-magiques. Avec Boulan, ça va tourner carrément à autre chose parce que, voilà, il pensait que vous aviez comme ceci, en chaque homme et femme, il y a un ange déchu, n'est-ce pas? Et que pour retrouver cet ange déchu, eh bien, ceux qui ont un ange assez fort doivent faire un sacrifice de gloire, sacrifier un peu leur gloire pour tirer les autres vers le bien, tandis que ceux qui ont l'ange un peu faible doivent se rapprocher de ceux qui ont un ange plutôt fort et faire un sacrifice d'amour pour s'élever vers eux. Mais là, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que sacrifice de gloire et sacrifice d'amour passent par voie sexuelle. Donc, ça vous fait des messes qui sont nettement plus agitées que celles du dimanche matin, si vous voyez ce que je veux dire.
Et donc, le scandale, si vous voulez, est imminent. Évidemment, le jour où ça va sortir, et ça va nécessairement sortir, on est quand même à la fin du 19e siècle, on ne rigole pas avec ces choses-là, voilà, ça va faire certainement un énorme scandale. Or eh bien, il y en a d'autres qui sont entre Lyon et Paris, 3 personnages. Alors, le grand médaillon sur la gauche, c'est Stanislas de Guetta, c'est le pape de l'occultisme à l'époque. En haut, sur la droite, c'est Oswald Wirth, son secrétaire. Alors, je n'ai pas le petit livret de visite, mais si vous faites la visite, vous avez le livret, vous aurez leur portrait dedans. Donc, son secrétaire Oswald Wirth, qui a été un des grands réformateurs par la suite de la franc-maçonnerie symboliste. Et puis, vous avez en dessous Papus qui est celui qui a fait la vulgarisation de toutes les thèses de l'occultisme de ce qu'on a appelé la Belle Époque. Donc, ces gens-là voient les choses très sérieusement, c'est-à-dire qu'ils reprennent, vous voyez, Corneille Agrippa, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ben, pour eux, c'est le b.a.-ba, c'est une sorte de Bible pour eux. C'est là où sont indiquées toutes les lois universelles, les lois véritablement universelles. Et muni de ces lois universelles, de ces lois magiques qui contrôlent le monde, eh bien, on peut changer, réformer l'homme, changer l'humanité. Or, ces 3 hommes, ainsi que d'autres, eh ben, ils ont fréquenté l'abbé Boulan, ils ont eu les mêmes maîtres, ils ont reçu les mêmes enseignements. L'abbé Boulan, il se réclame lui aussi de ce qu'on appelait l'occultisme. Alors, occulte, occultum, c'est ce qui est caché. On retrouve un petit peu le sens d'ésotérique. Mais donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'occultisme. Et donc ils ont fréquenté les mêmes cercles, ils ont les mêmes connaissances de base, sauf qu'ils trouvent que l'abbé Boulan, c'est pas si sérieux que ça, et que dès qu'on gratte, en fait, on s'aperçoit, pour eux, c'est juste de la façade. Et ils sont déjà au courant des turpitudes qui se passent dans son culte. Et donc, ils vont se dire, nous, on a une noble institution, une noble mission. Nos 3 personnages, là, ils étaient à ce point, si vous voulez, persuadés de la valeur de l'enseignement qu'ils ont très sérieusement mis en place des événements et des financements pour créer une université de l'occultisme, une espèce de véritable université avec des cours dispensés, etc. Et donc, nos occultistes, ils voient d'un très sale œil les travaux de Boulan, parce qu'ils se disent, quand le scandale va éclater, ça va rejaillir sur notre noble entreprise et tout le monde va moquer l'occultisme. Tout le monde va dire c'est vraiment un truc de charlatan et voilà, toutes ces turpitudes, c'est pour les gens amoraux, etc., etc. Donc, ils vont vouloir condamner fermement et définitivement Boulan. Seulement, pour le condamner, il faut des preuves, parce qu'ils ne veulent pas non plus avoir un procès en diffamation, etc. Donc, ils vont, le personnage au-dessus, donc le secrétaire, qui a la superbe moustache, là, Oswald Wirth, va venir sur Lyon et il va se rapprocher de membres du culte de l'abbé Boulan pour essayer d'avoir des preuves écrites. Il va mettre des semaines pour parvenir à ses fins. Il va voilà, faire des pieds et des mains pour arriver à avoir des copies des rituels du sacrifice de gloire, du sacrifice d'amour, etc. Et une fois que c'est ça, il remonte sur Paris et les 3 hommes vont décider d'un tribunal initiatique qui va condamner Boulan. Et Boulan, donc, quelques semaines plus tard, Boulan va recevoir, donc, l'abbé Boulan, il reçoit une lettre qui lui disent d'arrêter séance tenante toutes ces turpitudes, etc., qu'il salit le nom de l'occultisme, etc. Mais Boulan, il va le prendre, alors non seulement comme une attaque personnelle, mais il va le prendre comme une attaque magique. C'est-à-dire qu'il se persuade qu'entre les lignes de la lettre qui lui est écrite, de condamnation, il y a des sortilèges qui sont dirigés contre lui et que par le corps astral, par ce qu'on appelle aussi le périsprit, c'est-à-dire le monde des esprits, on va l'attaquer, vouloir lui donner des coups de couteau, etc., etc. Et donc pendant 1 an et demi, aidé de Julie Thibault, il va faire des contresorts et des cérémonies pour contrer, selon lui, donc, les malédictions qui lui sont envoyées par les occultistes depuis Paris. Voilà.
Et ça va durer donc 1 an et demi, jusqu'au moment où, le 8 décembre 1893, l'abbé Boulan décède. L'abbé Boulan décède et il va donc, eh bien, dans une dernière lettre avec, comme ça, à ses amis. Donc, vous avez deux écrivains que vous voyez là, qui sont l'écrivain Huysmans et l'écrivain Jules Bois, qui sont spécialistes tous les deux de l'ésotérisme. Eh bien, la veille de sa mort, Boulan leur écrit une lettre en disant « J'ai senti un coup de poignard fluidique qui me transperçait, ma fin est proche, etc. » Et du coup, eh bien, les deux écrivains, apprenant la mort de Boulan, qu'ils protégeaient, qu'ils aidaient, etc., eh bien, ils vont accuser publiquement nos occultistes d'avoir pratiqué la magie noire sur le brave abbé Boulan, qui était un saint homme selon eux et qui était victime de ces satanistes. Et ça va aller assez loin parce que, on va aller jusqu'au duel, c'est-à-dire que Stanislas de Guetta va provoquer en duel Jules Bois. Ça va se passer à Paris, on va se donner rendez-vous dans un champ. Alors Jules Bois, il y avait eu un premier rendez-vous. Il y était allé dans une carriole qui était tirée par une jument, et il nous raconte, Jules Bois, donc personnage sur la droite de votre écran, il raconte le plus sérieusement du monde que, alors qu'ils étaient à mi-chemin, la jument a vu un spectre et elle s'est mise à trembler et à refuser de bouger d'un centimètre de plus. Voilà. Alors on a dû reporter cette première date de duel. On a choisi une seconde date et cette seconde date, eh bien, on a harnaché une autre jument, on a mis une carriole, etc. On y est allé et l'autre jument, apparemment, elle a vu elle aussi un spectre, mais au lieu de s'arrêter et de trembler, elle s'est mise à partir au triple galop et elle a versé la voiture dans le bas-côté. Ce qui fait que notre Jules Bois, en tous les cas, c'est le prétexte qu'il a utilisé, est arrivé ensanglanté, blessé, contusionné, tout ça sur le champ du duel. Qui explique qu'il n'était peut-être pas au sommet de sa forme, mais en tous les cas, face à lui, le pape de l'occultisme, Stanislas de Guetta, c'était un authentique marquis qui avait pratiqué le sabre, l'épée depuis l'enfance, tandis que Jules Bois, lui, avait sans doute plus pratiqué la salle de restaurant que la salle de sport. Ce qui fait que eh bien, le duel, c'est le duel à l'épée, hein, ils se sont provoqué en duel d'abord au pistolet, puis les pistolets n'ont pas fonctionné. Donc ce duel qui s'est soldé en duel à l'épée, eh bien, s'est arrêté au premier sang quand, à deux reprises, Stanislas de Guetta a frappé son adversaire dans le bras. Voilà. Donc ça s'est soldé comme ça de manière relativement pacifique et sans trop d'effusion de sang. Mais tout ce que je vous narre, là, tout ce que je vous explique sur les échanges de sortilèges, les courriers dans la presse, etc., et tout ça, eh bien tout ça, le duel bien entendu, tout ça, ça a été reporté dans le Figaro, dans Ruy Blas, dans tous les journaux de l'époque. Et donc ça a fait le chou gras de la presse et ça a rendu nos occultistes célèbres bien malgré eux, en fait. Hein. Ils se sont traînés des réputations de mages noirs jusqu'au bout. Voilà. Ce qui est exactement l'effet inverse de ce qu'ils voulaient, en fait. Voilà donc ces affaires-là. Donc c'est juste effectivement quelques petits extraits, vous l'aurez compris, des nombreuses anecdotes que je propose dans ces visites. Voilà, j'espère que ça vous aura donné en tous les cas déjà envie. Et puis une petite idée, une idée un peu plus précise de ce que peuvent être toutes ces notions. Eh ben, merci, Nicolas Le Breton. C'était vraiment super intéressant. Personnellement, j'ai adoré. Je pense que le chat aussi, parce qu'on a pas mal de questions, du coup. D'accord, super. D'abord, une question de Charline. Quel était un peu le type de population qui versait dans l'occultisme? Est-ce que c'était vraiment les élites? Est-ce qu'il y avait des bourgeois, vraiment du peuple? Un peu Alors, démographiquement. ouais, c'est une excellente question parce qu'en fait, c'est assez passionnant parce qu'il y a de tout, en fait. Clairement, il y a de tout, mais il y a des mouvements qui sont, si vous voulez, bien ancrés dans certains milieux, évidemment.
clairement, l'hermétisme de la Renaissance, ce sont les élites intellectuelles du temps. Et là, il n'y a pas photo. C'est des gens qui parlent latin, grec, qui essaient de déchiffrer les hiéroglyphes, etc. Voilà, c'est des gens de très haut niveau. Des phénomènes comme la franc-maçonnerie, on est sur des mélanges entre la bourgeoisie et la noblesse. C'était même tout le but de la franc-maçonnerie, c'était au départ de réunir des gens, et même des gens du peuple, des gens qui soient de milieux différents ensemble. C'était tout le but, si vous voulez, de ce genre de regroupement. Et puis, vous avez des mouvements qui sont à la fois des mouvements spécifiquement populaires, comme par exemple le spiritisme. Le spiritisme, donc la pratique, je rappelle, de communiquer avec les esprits. Alors, on connaît les tables tournantes, il y a plein de techniques différentes. C'est l'objet d'une autre visite que je propose, parce que c'est un sujet à part, véritablement. C'est un sujet à part, ce n'est pas un ésotérisme, c'est une pratique, le spiritisme. Eh bien, ça, c'est essentiellement populaire. C'est essentiellement populaire parce que c'est devenu la religion du pauvre, c'est devenu la religion du modeste, la religion de l'ouvrier. C'est-à-dire que, particulièrement au XIXe siècle, ceux qui bâtissaient Fourvière, c'était les bourgeois, c'était ceux qui étaient avec l'Église catholique, c'était les bourgeois, etc. Et le spiritisme est arrivé comme une religion qui parle de Dieu, qui parle des anges, etc., mais qui est une religion essentiellement populaire. D'accord. Voilà. Et il y a toujours un petit peu ces deux mouvements, je pense. Il y a à la fois le côté populaire et le côté, on va dire, nobiliaire dans certains aspects. Mais c'est vrai qu'en général, pour l'ésotérisme un peu savant, c'est quand même mieux de pas bosser à la chaîne 15 heures par jour. Voilà, pour avoir de quoi acheter les livres, de quoi avoir le temps de travailler, etc. Voilà, il vaut mieux être rentier. Il faut être clair. C'est évident qu'on est plus là sur des sports de rentier dans les mouvements ésotériques un petit peu. Qui se veulent en tous les cas un petit peu d'élite, effectivement, là, il vaut mieux avoir pas mal de temps à soi. D'accord. Alors, une autre question du chat. À votre avis, pourquoi est-ce que tant de figures religieuses à l'image de l'abbé Boulan, dont vous parliez tout à l'heure, finissent par basculer dans les pratiques occultes? Alors, il y a un phénomène qui n'est plus vraiment d'actualité de nos jours, mais qui n'était pas négligeable, particulièrement sous l'Ancien Régime, c'est qu'il y avait beaucoup de prêtres issus du tiers-état, dont la famille était d'agriculteurs, etc., qui étaient rentrés au séminaire pour ne pas crever de faim. Et puis, une fois qu'ils avaient été ordonnés prêtres, ils étaient, je ne veux pas dire qu'ils étaient payés à la messe, mais presque. Et donc, c'est le cas pour l'abbé, le prêtre qui est dans l'affaire des sorciers de Lyon. C'est typiquement le cas, c'est-à-dire qu'en fait, ce Guillodeau, il se fait appeler du titre ronflant d'abbé de Rostin, qui l'usurpe complètement, mais il s'appelle à la base Guillodeau, c'est quelqu'un du peuple, et puis qui crevait misère, quoi. Tout prêtre qu'il était, il n'avait pas nécessairement de quoi vivre. Et il a trouvé, soyons clairs, une rente facile avec des gens qui étaient prêts à lui payer des sommes mirobolantes pour qu'il leur fasse des messes noires. Donc, c'est vrai que la tentation devait être là. Et puis, c'est toujours pareil, il y a aussi beaucoup de déception par rapport à la religion. Il peut y avoir aussi des gens qui ont eu de la vocation sincèrement. Et puis, une fois qu'ils ont été prêtres et puis qu'ils ont vu comment ça se passait parfois dans les ordres religieux, dans la pratique, etc., que ce n'est pas toujours joli, ou qu'ils ont perdu tout simplement leur foi en Dieu, ça arrivait qu'effectivement, ils se tournent plutôt de l'autre côté, quoi. Ils se tournent effectivement du côté du diable, comme ça, par frustration, désir de puissance. Enfin, on peut trouver des tas des tas d'exemples comme ceci. Il y a l'itinéraire, je pense en particulier à Jean Bach, qui est Gengenbach, je ne sais pas comment on prononce, qui est un des premiers surréalistes, en fait. C'est un prêtre surréaliste, en fait, qui était très ami avec André Breton. Un personnage tout à fait particulier qui est passé brièvement sur Lyon. Enfin bref, ça c'était… Voilà, mais c'est le genre de profil, si vous voulez, de gens qui pouvaient être sincèrement religieux au départ et puis qui sont complètement partis, on dirait en sucette de nos jours. D'accord. J'ai eu pas mal de questions sur vous, en fait, sur votre façon
de faire vos recherches, vos préparations pour vos visites, et afin de proposer toujours des sujets un petit peu nouveaux. Alors, en fait, l'idée, c'est que donc j'ai été, je l'explique un petit peu dans la petite vidéo interview qu'on a fait. Je veux pas que ça fasse trop vite, mais j'ai effectivement exercé comme guide pendant une vingtaine d'années. Et en fait, c'est parti d'un livre que je vais écrire un jour. Je vais y arriver un jour, mais il faudrait juste que voilà, pour le coup, il faudrait que je sois rentier pendant 3 ans. Donc, si quelqu'un est prêt à me financer, je suis preneur. Donc, voilà, un livre, on m'a proposé, mon éditeur m'a dit, écris-moi un livre sur l'histoire, enfin sur l'ésotérisme lyonnais. Ouais. J'ai dit, chouette, j'y vais, la fleur au fusil. Et puis quand je me suis aperçu de la complexité de la... c'est énorme en fait, c'est un sujet énorme, ça traverse toutes les époques de Lyon. Voilà, donc je vous dis, moi j'ai décliné, j'ai pour l'instant 4 visites à thème, bientôt 5 j'espère, et je n'ai pas encore épuisé le sujet. Je suis loin d'avoir épuisé le sujet. Donc ça fait grosso modo, ça fait une dizaine d'années que je lis tout ce qui existe sur le sujet, que je croise les données. Puis ce qui me semble important, c'est aussi d'avoir, si vous voulez, pas seulement faire du lyonno-lyonnais, pas seulement s'intéresser à la littérature locale, mais effectivement, j'ai quand même j'ai fait des études d'histoire, donc ça me donne aussi un cadre qui est une méthode de travail qui est quand même utile. Et faire de l'histoire de l'ésotérisme de manière générale. Comment est-ce que tout ça, ça s'inscrit dans un tout plus général qui est l'ésotérisme, etc. Et je dois dire qu'effectivement, rien que pour comprendre l'alchimie, il m'a bien fallu 4-5 ans, quand même. Et encore, voilà. Voilà. Enfin, je m'intéresse à l'alchimie depuis très longtemps, depuis 20 ans, 30 ans, enfin voilà. Mais c'est au fil des lectures, vraiment. Il y a des auteurs qui vont vous paumer, puis il y en a d'autres qui... Voilà. Mais voilà, ça fait 20 ans, 30 ans que je creuse à droite, à gauche sur le sujet comme ceci. Voilà, j'ai encore énormément à apprendre sur l'ésotérisme savant de la Renaissance. On pourrait y passer 2 existences complètes. Voilà, c'est d'un niveau qui est quand même assez phénoménal. Et c'est fondamental, en fait, ça sur la formation de la pensée scientifique, en fait, l'arrivée de la science en Occident, en fait. Effectivement. Parce qu'on est vraiment à la Renaissance, un pied dans la magie, un pied dans la science. Et sans arrêt. On l'a vu avec l'exemple de Corneille Agrippa. Mais voilà. J'espère que je n'ai pas trop dévié la question. Mais... Non, du tout. D'ailleurs, vous avez en partie répondu à une autre question que j'avais pour vous. C'était comment est-ce que vous, personnellement, vous avez découvert ce sujet en particulier? Parce que j'imagine qu'en étudiant l'histoire, on ne tombe pas forcément dessus par hasard. Oui, d'autant plus que pendant très longtemps, c'est en train de changer parce qu'on commence à avoir des vraies études de l'histoire ésotérique. L'histoire de la franc-maçonnerie était faite par des francs-maçons qui n'avaient pas nécessairement, c'est pas du tout, ça n'ôte pas la qualité du travail, mais ils n'avaient pas une formation d'historien nécessairement, où vous avez des thèses à défendre, etc. Mais là, vraiment, on a du travail d'histoire qui commence à être fait de plus en plus sur ça. Et je m'appuie beaucoup là-dessus. Voilà, donc ça s'est fait. Voilà, c'est quelque chose qui existe maintenant de plus en plus, une vraie recherche historique là-dessus. Et donc, du coup, c'est là-dessus que je me base, que j'essaie de me baser au maximum. Même si on est dans des domaines par définition qui sont nébuleux, donc il y a beaucoup de choses qui échappent tout de même. Ouais. Et une autre question d'Anaïs, du coup. Quels seraient pour vous les lieux les plus représentatifs de l'histoire ésotérique de Lyon? Lesquels vous conseilleriez si on voulait les visiter, par exemple? Vous avez de toute façon, oui, le Vieux Lyon et la Croix-Rousse. Je pense que ça va être ça. Alors pour les lieux spécifiques, je ne veux pas non plus trop déflorer mes visites, mais je vous invite à les suivre, bien sûr. C'est pas du tout, voilà, mais c'est parce que le but aussi, c'est d'aller sur les lieux. On a dit souvent que la Croix-Rousse était lunaire et le Vieux Lyon solaire, parce que ça fait partie des oppositions qui sont très importantes en ésotérisme. La Lune et le Soleil, vous verrez dans tous les traités d'alchimie, etc. Vous le voyez, c'est omniprésent, c'est une véritable obsession. Mais il me faudrait juste 2 heures pour développer sur le sujet.
donc la Croix-Rousse est lunaire, c'est le lunatique, c'est voilà, c'est l'irrationnel de la Croix-Rousse. Donc c'est le lieu des sorciers. On a parlé de Druides, on a parlé d'un collège de Druides qui était au pied de la colline de Croix-Rousse dès avant l'époque romaine. Voilà, il y a tout ceci qui se trouve sur la Croix-Rousse, qui garde un petit peu son côté sauvage malgré tout. Et puis le Vieux-Lyon, ben, on est effectivement là sur des choses à la fois donc l'histoire ésotérique de la Renaissance, et puis les toutes premières loges maçonniques qui se sont trouvées dans le Vieux-Lyon. Voilà. J'espère que ça répond un peu à Oui, votre oui, question. oui, oui, on a quelques indications. C'est sûr qu'on ne va pas vous demander de nous raconter vos visites, hein, forcément. On garde un peu de suspense. Je pense qu'on va pouvoir conclure avec une question de Blandine qui vous demande un peu votre vision de l'occultisme aujourd'hui. Est-ce que tout votre travail vous aide à vous avoir une opinion là-dessus? Oui, alors sur l'occultisme, maintenant, l'occultisme s'est beaucoup mélangé. On a eu le New Age qui est arrivé dans les années 1960-1970, la Wicca, etc. Donc, c'est des mouvements, si vous voulez, qui ont beaucoup rebattu les cartes, en fait. Je pense que la vision qu'on a de l'occultisme, de ces matières-là, de l'ésotérisme, est parfois... alors, il y a beaucoup de fantasmes sur la franc-maçonnerie. Tout le monde a vu, enfin voilà, les trucs. On pourrait parler aussi du complot judéo-maçonnique qui est une invention en fait, voilà, qui a but politique, qui a commencé au 19e siècle, qui a été développée véritablement au 20e siècle. Hein. Voilà, c'est des pures inventions politiques, hein, ces choses-là. Mais que je ne perde pas mon fil. Mais donc quelle était la question déjà? Parce que j'étais reparti sur autre chose. Votre analyse de l'occultisme La aujourd'hui. vision, voilà. Oui, c'est que maintenant, on peut avoir des visions assez étroites des choses, à la fois dans le fantasme, et puis j'ai été assez surpris d'avoir des gens qui venaient à mes visites et puis qui disaient ah, c'est pas seulement voilà, comment vous savez, l'énergétisme de toutes les canaux d'énergie, etc. Donc le terme va me revenir, mais voilà, c'est très à la mode en ce moment. On parle beaucoup de ça, de ces forces telluriques, etc. Mais ça n'est qu'une toute petite partie de cette pensée-là, et plutôt une itération assez récente en fait. Voilà. Disons que voilà, c'est parfois une source de frustration pour moi, parce qu'en fait l'ésotérisme historique, c'est très riche, ça nourrit toute la pensée, toute la philosophie depuis le Moyen-Âge, hein, en fait, au moins le Moyen-Âge et même l'Antiquité. Voilà. Et donc, voilà, ça me rend assez zélé pour expliquer davantage encore aux gens tous les trésors qu'il peut y avoir là-dedans, en fait. Ok, je pense qu'on va pouvoir conclure notre conférence ici. Remercier tous les spectateurs pour leur participation, leurs questions. On espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à suivre le reste Voilà. des conférences pour la semaine. Et je vous rappelle que vous pouvez gagner 2 exemplaires de Sherlock Holmes aux enfers en allant liker et taguer 2 amis dans l'interview de Nicolas Le Breton qui a été publiée hier sur l'événement. Voilà. Je peux peut-être avoir un petit mot de la Bien fin. sûr, bien sûr. Parce que bon, voilà, les visites guidées, enfin, tout ça a été un petit peu rebattu. On va repartir de toute façon. Vous avez déjà, là, je suis en train de les mettre en ligne. Vous avez déjà des billets pour sorcellerie occultisme qui sont là pour les 2 derniers samedis de décembre. Hein. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. Et puis, si vous voulez vous initier sympathiquement à toutes ces matières-là, sans trop rentrer dans des traités trop théoriques,
Je ne saurais que vous conseiller donc cet ouvrage que je publie donc en tant qu'éditeur avec un camarade. Cherchons l'hérétique. Alors ça, c'est un livre qui a été perdu, qui date de 1903, qui raconte les tribulations d'un bon bourgeois lyonnais qui va se mettre en quête d'hérétiques dans la ville de Lyon. Voilà. Alors on a fait un tout petit tirage pour ça. C'est vraiment un petit tirage numéroté comme ceci, version limitée. On le réimprimera peut-être, mais avec une autre couverture. Vraiment un objet collector qui permet à la fois de se balader dans Lyon au 19e siècle, dans des lieux qui, pour beaucoup, ont disparu ou sont vraiment très transformés. Et puis de s'initier tranquillement à toutes ces matières-là, voilà, sur parce que là, vous avez toute la galerie des personnages, justement, de l'occultisme, de ces sociétés secrètes. Voilà. Eh ben, ça fera un super cadeau de Noël. Et n'hésitez pas, je l'ai mis en commentaire épinglé le lien vers histoiredécalée.com et le sacredelion.com où vous pourrez Voilà. avoir tous les renseignements nécessaires. Absolument. Voilà. Merci encore à tout le monde, bonne soirée et à la prochaine conférence demain.